Cette partie-là sera consacrée à l'audition du Dr Raoult et puis aux solutions. Merci pour ceux qui me suivent depuis toutes ces vidéos. C'est une audition extraordinaire. Le Dr Raoult, professeur Raoult, c'est vraiment quelqu'un à écouter. Il pèse ses mots et c'est un grand moment d'intelligence parce que quand il parle, en fait, il balaye tout le spectre. Il accuse rarement une personne directement, il dit quasiment aucun nom, hein, sauf celui d'Anthony Fauci, le directeur de la Food and Drug Administration aux États-Unis. Mais vraiment, voilà, c'est à la fois un philosophe, c'est un grand professeur dans le sens le plus noble du terme, même si probablement il y a des choses que je ne partage pas avec lui. Hein. Bon, il commence par dire dans son audition, fin juin, que celui qui dira que les infections sont bien connues, eh bien c'est soit un inconscient, soit un fou, et ceux qui font des modèles de prédiction sur des maladies qu'on ne connaît pas, eh bien ce sont des fous. Par rapport au fait que les enfants ont été très peu touchés, c'est intéressant de voir qu'en fait, bon, à Marseille, il a énormément testé, et il y a eu la fête de Pourim pendant cette crise du coronavirus, hein, la fête juive de Pourim, et il note qu'il y a eu 20% d'enfants touchés, mais 95% d'adultes. Donc un petit peu comme ce qui s'est passé avec les évangéliques à Mulhouse, hein, mais on n'en a pas parlé dans ce cas-là. Je ne reviens pas sur l'énorme conflit d'intérêts, sur Gilead, sur les études du Lancet, sur le Tamiflu, sur la courbe croissante des actions de Gilead au fur et à mesure de la crise et des déclarations. Alors, concernant le confinement, on lui pose la question à un certain moment, est-ce qu'il fallait confiner, est-ce qu'il fallait mettre des masques? En fait, il dit que c'est tout à fait indémontrable que c'était nécessaire de confiner. En fait, il dit qu'il ne faut pas faire le confinement, il faut faire le système du Lazaret, c'est-à-dire de isoler les personnes malades et puis les autres les faire circuler avec prudence. Ce qu'il dit, c'est certainement que les rassemblements sont déraisonnables. Et voilà, mais pas effondrer comme ça une économie. Pareil par rapport au masque, par contre, il insiste énormément sur le fait qu'il faut se laver les mains, en particulier pour tout ce qui est pneumologie, hein, les problèmes pulmonaires, énormément de choses passent par les mains, beaucoup plus que par la respiration. Il fait remarquer à la présidente de la commission d'enquête qu'encore une fois, comme ses collègues, elle s'appuie sur la presse, ce que la presse a dit et non sur ce que lui-même a dit par rapport à la deuxième vague, et il n'a jamais dit qu'il y aurait véritablement une deuxième vague. Par contre, il dit étudions bien ce qui se passe en Nouvelle-Zélande, parce que comme ça précède en Amérique du Sud, c'est ce qui pourrait nous arriver. Une chose très intéressante qu'il dit, en 2001, aux USA, Didier Raoult est appelé pour enquêter sur l'anthrax qui est envoyé au gouvernement américain, et en fait très vite il trouve que ça vient de Fort Detrick, le laboratoire qui a en partie financé le laboratoire de Wuhan, et en fait ça vient apparemment de l'ingénieur qui avait élaboré l'anthrax interdit en 1969 par Nixon. Et le but, eh bien, c'était de mettre une énorme pression et de permettre les mesures d'urgence du Patriot Act, les mesures d'urgence, la loi martiale en gros, hein, pour faire simple, qui n'ont jamais été enlevées depuis aux États-Unis. Il parle beaucoup du fait que, soi-disant, il y a des centres nationaux de référence qui sont en réalité devenus le terrain de chasse de certains scientifiques. Par exemple, l'absurdité que s'il y a une personne touchée par l'Ebola, il faut l'envoyer à Lyon, alors que la personne arrive à Marseille. Vous voyez un petit peu le risque qu'il y a, voilà, alors qu'on pourrait faire ça dans 7 lieux. Et en plus, les grands instituts, comme l'INRES, comme Pasteur, en fait, eh bien, sont fermés le week-end. Donc s'il y a un cas qui se déclare le vendredi soir à 19h, eh bien, la personne n'est pas soignée, alors que dans un institut universitaire, un hôpital universitaire, au contraire, ça peut être à flux tendu, surtout s'il y en a plusieurs en France, ça peut aller très très vite. Il renvoie
toujours aux données et sur les questions, quand on lui dit qui est responsable de tout ça, il dit écoutez, moi je vais pas citer le nom, mais par contre, il explique que par exemple en 1981, lorsque Lazare, un gars qui s'appelait Lazare, a été nommé par le gouvernement Mitterrand, eh bien, les 5 plus grands professeurs français ont été limogés. Voilà. Il y avait celui qui avait découvert la greffe du rein, celui qui avait découvert comment traiter le cancer de la prostate. Donc voilà, c'est quelque chose qui est complètement dingue. Et il explique qu'aucune des 10 personnes connaissant le mieux les coronavirus en France n'était présent dans le conseil scientifique. Et aucun des 20 n'ayant publié le plus d'études sur les coronavirus n'était dans le conseil scientifique français. Et on peut trouver les noms de ces experts véritables sur le site ExpertSkate. Par contre, les conflits d'intérêts y étaient déjà dénoncés en 2003. Alors pour les conflits d'intérêts, on peut les trouver sur le site transparencesanté.gouv. Ça a été mis en place par Xavier Bertrand et un acolyte, et on peut retrouver ça aussi sur Eurofordoc, qui est un site qui travaille avec le ministère de la Santé. Par exemple, quand il parle, il dit avoir un conflit d'intérêt avec Hitachi, donc il le dit tout de suite, moi si je parle de microscope, j'ai un conflit d'intérêt parce que je travaille avec Hitachi, avec de la technologie Hitachi. Il cite aussi le cas d'un expert polyvalent, soi-disant venant de Pasteur. C'était pas vrai, il s'est fait prendre l'année suivante, il avait doublé le nombre de ses publications sur son CV quand il a postulé pour Marseille. C'était un représentant envoyé par Pasteur sur la maladie du charbon. À Marseille, les décès ont été 3 fois inférieurs au reste de la France parce qu'il y a eu des tests. Et le professeur Perron, dont je citais le livre tout à l'heure, a dit qu'on aurait pu sauver 25 000 personnes en France si on avait testé 10 ou 15 fois plus, comme l'ont fait les Allemands, et utilisé le protocole du professeur Raoult sur l'hydroxychloroquine en début de maladie. Il cite le cas d'un Chinois de Hubei qui se présente à la Pitié-Salpêtrière, qui a du mal à respirer. On le renvoie chez lui parce qu'il n'est pas dans le bon hôpital. Il revient une semaine après, il a infecté sa fille, il meurt quelques jours après. Entre-temps, il a pris du remdesivir. On a interdit à Didier Raoult de faire des tests, alors que c'est lui qui a sauvé le plus de personnes. Il dit qu'il faut vraiment arrêter les centres de référence, ça forme des blaireaux dans des terriers, et si on est malade, on est perdu avec eux. Donc il y a un problème structurel, le soin est passé au second plan. On a interdit aux médecins de soigner, l'État s'est saisi des questions, et Didier Raoult a été surpris que l'ordre des médecins ait accepté. Lui, il aurait démissionné tout de suite s'il avait été président de l'ordre des médecins. Et déjà, il dénonçait la dérive lors de la grippe H1N1 quand on voulait vacciner des gens dans des stades. Ouais, ça rappelle la stratégie du choc avec Pinochet. Moi, je me rappelle, j'étais professeur de l'éducation nationale. À l'époque, je suis allé voir mon proviseur, mon principal, et je leur ai dit, bon, ben, je vais démissionner. Et à ce moment-là, ils se sont mis à parler, ils m'ont parlé des problèmes de santé dans leur famille suite au vaccin sur l'hépatite B et tout ça. Voilà. Par contre, ils ne le disaient pas aux collègues, ils affichaient sagement. Ils laissaient les petites têtes blondes se faire vacciner, quoi. Heureusement, il y a très peu de gens qui se sont fait vacciner. Voilà, je reviens sur ce que je disais. Lorsqu'il est devenu président de l'INSERM en 1981, Philippe Lazare a évincé les 5 personnes les plus connues en France. Jean Hamburger, pour la greffe du rein. Charles Maté, traitement du cancer de la vessie par BCG, encore utilisé. Le docteur Charles Maté, j'en ai déjà parlé. Voilà, oui, il dit, Charles Maté, si j'avais un cancer, je n'irais jamais dans un centre anticancéreux classique. Seules les victimes du cancer qui vivent loin de ces centres ont une chance. Jean Dossé, un prix Nobel, a été également évincé. Il avait été prix Nobel pour ses travaux sur l'immunologie, qui est la base du système immunitaire, évidemment, et de la santé. Voilà. Et à l'époque, toutes les premières unités de l'INSERM étaient dans les hôpitaux. Et aujourd'hui, il n'y en a plus. Ils ont le budget, mais le conseil d'administration en fait ce qu'il veut. Il n'a pas d'obligation
de rendre des comptes, et l'industrie pharmaceutique a un budget identique à celui de l'INSERM, en relation à l'État. Voilà, moi ça me rappelle, je ne sais pas si vous avez lu le livre Le désert des Tartares de Dino Buzzati ou vu le film avec Jean-Louis Trintignant. En fait, c'est une métaphore, je crois, que Buzzati a voulu faire comprendre de façon allégorique ce qui se passait. C'est un fort où il y a l'élite militaire du pays. En fait, c'est toujours les plus mauvais qui sont à la tête. Les autres, ils tombent malades, il y a un médecin un peu fou qui manipule tout le monde. Il évince les meilleurs, il met les plus mauvais. Et en fait, de plus en plus, ça se délite dans ce fort qui est censé être là pour défendre contre l'invasion des Tartares. Et enfin, les Tartares arrivent à l'horizon, il n'y a plus que des incapables à la fin, et ils vont essayer de défendre donc l'Empire. Alors qu'évidemment, moi ce que j'ai compris, c'est que Buzzati, qui est un grand auteur, qui s'est beaucoup intéressé à la guerre froide, qui était journaliste, un grand intellectuel du XXe siècle, ce qu'il disait tout simplement, c'était ce qui se passait à cette époque-là dans l'Empire européen, dans l'Union européenne, et que tout simplement, on mettait les pires à la tête de l'Union européenne pour livrer l'Europe, l'Italie, pieds et poings liés à ses ennemis, c'est-à-dire à ceux qui voulaient l'envahir. Voilà, un film très intéressant que vous pouvez trouver, hein, et encore mieux lire le livre. J'accélère un petit peu, donc 150 000 tests effectués à Marseille, il y a eu un seul malade parmi les médecins, mais il n'y a eu aucun mort. Et très intéressant par rapport au vaccin, le docteur Raoult n'est pas un anti-vax, par contre il lâche aussi cette phrase à un certain moment, concernant la dengue, cette maladie tropicale. Ceux qui ont subi le vaccin contre la dengue il y a quelques années ont fait une deuxième dengue extrêmement sévère, qui les a beaucoup plus mis en danger. Ça veut dire que si on vaccine les gens aujourd'hui contre le coronavirus, la prochaine fois qu'il y aura le coronavirus, ces gens-là seront extrêmement affaiblis et en danger de mort. Et donc ça, c'est extrêmement important. Ça peut être totalement déduit de ce que dit le professeur Raoult, et il le dit en fait à demi-mot. Et il dit aussi, on peut voir sur le site Available Vaccines, sur le site de l'OMS, en fait, ils disent qu'il y a un vaccin contre le paludisme et l'hépatite alors qu'il n'existe pas, pourtant c'est sur le site de l'OMS, et il y a extrêmement peu de vaccins récents. C'est-à-dire qu'en fait, la vaccination, c'est comme les grands barrages, c'est inutile et c'est dangereux. Et pourtant, Bill Gates veut le faire. Donc, vous voyez, je veux dire, c'est extrêmement préoccupant. Et il y a une médecin américaine qu'on trouve sur le site Plandemic, dont j'ai oublié le nom, qui a travaillé en rapport avec Luc Montagnier, qui connaît très bien la Food and Drug Administration. Elle a dénoncé le fait que les Marines, les soldats américains qui avaient été vaccinés ensuite, étaient beaucoup plus victimes des virus. Mais sa vidéo, ça a été la vidéo la plus censurée, c'est la seule vidéo, ou peut-être une des deux seules vidéos que j'avais mises sur ma page Facebook, qui a été censurée. Pourtant, vous voyez bien, le professeur Raoult dit exactement la même chose que cette professeure américaine. Le site, c'est Plandemic. C'est un film qui est en train d'être tourné. Donc c'est extrêmement dangereux. Le professeur Frogel de Lille a dit cette phrase à ce moment, test, tout le monde ment. Combien de morts aurait-on pu éviter? Alors je reviens sur le voilà, 5000 malades en fait, 5000 malades passés par le CHU. Alors bon, là je me méfie un petit peu. Enfin, en tout cas, un seul médecin légèrement infecté à Marseille. Et donc, important, lui par exemple, il se lavait les mains 100 fois par jour, le professeur Raoult. L'OMS qualifiée de pyromane de la planète en termes d'épidémie par le professeur Raoult. Les deux médicaments les plus prescrits dans l'histoire de l'humanité, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, sont devenus des médicaments les plus dangereux en l'espace d'un mois. Alors c'est intéressant parce que en réalité c'est le 13 novembre 2019 qu'il y a la première mesure pour interdire, pour la retirer, qui a été passée sur l'hydroxychloroquine. Et le virus, donc sorti de cette zone à 2 km de là où on le cultivait, l'avoine, ce virus militaire à base de chauve-souris, ce coronavirus,
eh bien, il apparaît quelques semaines après qu'on ait interdit l'hydroxychloroquine, qui était un médicament pas cher du tout, permettant de le contrer. Bon. Et ensuite, le 15 janvier, l'interdiction a été confirmée. On n'a pas levé l'interdiction, alors sous prétexte que les gens risquaient de se surmédiquer. Mais en fait, il suffisait de nous envoyer à tous un texto, comme on l'a reçu le 16 mars. Voilà, et puis les médecins ne l'auraient pas vendu n'importe comment, il fallait d'abord une visite médicale, etc. Voilà. Donc voilà un petit peu là, la folie de ces choses-là. À la fin, il explique le médicament le plus révolutionnaire du XXIe siècle pour l'hépatite C, c'est la greffe fécale. Il a sauvé au moins 150 personnes par la greffe fécale. C'est scandaleux. Il dit en plaisantant, évidemment, c'est scandaleux parce qu'on ne peut pas le commercialiser et ça dérange beaucoup de personnes. Et l'hépatite C tue plusieurs centaines de personnes en France chaque année, peut-être des milliers, parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui ne le déclarent pas, qui ne savent pas. Les ministres ne restent pas assez longtemps et les directeurs de la santé ne sont pas de très bonne qualité. On a vu, hein, c'est pour ça qu'il a démissionné, parce qu'il s'est rendu compte, le docteur Raoult, que dans ce conseil scientifique, il était dans une bande de copains qui se connaissaient. Bon, toi tu ferais quoi, tout ça, mais encore une fois, il n'y avait aucun des plus compétents. Donc clairement, ce que dit le professeur Raoult, le directeur de l'Agence nationale de la santé, hein, ANSM, et le président de la Haute Autorité à la Santé sont responsables de la mauvaise information du ministre de la Santé. Voilà, donc moi je rajoute, mais à quoi sert un ministre sinon à être manipulé? Parce qu'en fait, on se demande, mais pourquoi on met des gens qui ne connaissent pas le sujet, quoi? C'est comme Staline, hein, qui mettait un ministre des Sports, un intellectuel, et puis inversement, sportif, pour mieux manipuler les gens. La dernière question, extrêmement intéressante, enfin, pas la question qui est intéressante, mais enfin, extrêmement emblématique de cette commission d'enquête du professeur Raoult, en fait, j'ai malheureusement pas réussi à retrouver le nom. C'est un généticien qui est aussi un député, qui lui pose une question, bon, avec beaucoup de termes techniques pour bien montrer qu'il connaît le sujet, et il lui dit, vraiment, si depuis le début, vous aviez suivi le protocole en faisant des essais randomisés, en suivant, voilà, avec des essais véritablement scientifiques, etc., eh bien tout le monde vous aurait pris au sérieux et tout le monde aurait accepté ce que vous disiez. Bon, le professeur Raoult dit à ce moment-là, écoutez, moi mes essais, personnellement, ils me plaisent beaucoup. Il lui explique une chose extrêmement importante, parce qu'il dit, en fait, vous confondez la méthodologie et l'éthique. Voilà. En fait, il lui fait comprendre qu'il n'a aucune éthique. Le professeur Raoult lui dit, mais en fait, quand il y a quelque chose qui fonctionne avec une méthodologie qui est bonne, mais qui ne consiste pas à passer par tout le labyrinthe imposé par les manipulateurs, où il est impossible de démontrer la chose, parce que les outils et le langage est fourni par ceux qui possèdent les médias, etc. Eh bien, lorsque quelque chose fonctionne, il faut soigner. Il faut soigner les patients. Voilà. Il explique une chose, c'est qu'en fait, je vais vous lire ce qui a été fait, ce qui est dit. Moins il y a des gens sur qui on fait l'essai, quand les résultats sont significatifs, et plus c'est significatif. C'est-à-dire qu'à plus de 1000 personnes testées, on est dans le fantasme qui vise à démontrer des choses qui n'existent pas. Alors, et donc, je rajoute, hein, ce que j'ai compris, parce qu'en fait, plus on a de chiffres et plus on peut manipuler les statistiques pour faire dire tout et n'importe quoi et donc tirer les conséquences qu'on veut. Et le professeur Raoult rappelle qu'il y a extrêmement peu de médicaments qui sont issus des essais randomisés, c'est-à-dire au hasard, hein. Et dans l'immense majorité des cas, les essais randomisés sont inutiles. Et les gens qui vont mettre au point des médicaments, ça va toujours être à partir des essais comparatifs. Alors que pour le professeur Raoult, ils ont exigé de lui de faire des essais randomisés, ce qu'eux-mêmes ne font pas pour eux. Voilà.
Donc, et il dit, allez voir sur la page anglaise de Wikipédia, pour les essais randomisés, il y a 50% des professeurs de laboratoire et des professeurs de médecine qui sont pour, 50% qui soient contre. Il n'y a pas un seul essai randomisé qui ait vraiment été publié. C'est-à-dire que l'essai du Lancet, avec ces dizaines de milliers de cas, en fait, tout le monde a vu tout de suite que c'était faux, parce qu'il y avait la même proportion de fumeurs, d'obèses en Afrique, partout, alors que n'importe qui voyait que c'était pas possible. Il n'y avait aucun médecin connu, un organisme qui venait d'être inventé. Ils ont traité des dizaines de milliers de données comme ça en quelques jours, alors que c'est rigoureusement impossible. Et voilà, en gros, ce que proposaient ces détracteurs, ce que les détracteurs proposaient de faire au professeur Raoult. Donc là encore, en fait, ça s'arrête complètement là. C'est son interview, son audition devant les parlementaires, et moi je trouve ça extrêmement beau. Enfin, c'est vraiment un grand moment d'intelligence. Je vous conseille de le regarder, avec ces citations philosophiques, juste ce qu'il faut, mais extrêmement bien. Je les rappelle pour ceux qui n'ont pas vu les autres, et quand il cite Foucault et la biodictature, c'est-à-dire Foucault, c'est surveiller et punir, c'est la biodictature. Quand il cite Baudrillard, simulacre et simulation, c'est l'une des premières scènes de Matrix, hein, sur le fait qu'on est dans une société du spectacle, où on fait croire des choses, mais pour en faire d'autres derrière. Hein. Et la troisième citation qu'il donne, c'est sur Milton Friedman, un des pères de la stratégie du choc, de l'effondrement, de l'anarcho-capitalisme. Hein. Il cite ces trois auteurs-là, donc c'est vraiment des fusées qu'il lance, et celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Voilà. Alors, on va passer aux solutions. Je vais lancer 4 pistes, et puis après, ça va être à nous de discuter. Alors, tout d'abord, il y a vraiment les armes de la non-violence et du boycott données par Gandhi, qui était quelqu'un d'extrêmement courageux, et qui a ébranlé l'Empire britannique comme ça. Maintenant, si c'était Churchill qui était resté dans l'Empire britannique, l'Inde n'aurait peut-être pas eu son indépendance. C'est parce qu'il y a eu un ministre travailliste, Attlee, que l'Inde a eu très vite son indépendance, et parce que l'Angleterre avait été ruinée par la guerre. Bon, donc, boycotter les banques classiques, on verra dans les autres vidéos, j'ai pas réussi à l'enlever, il y avait l'autocollant de la nef. Voilà, c'est la finance éthique. Bon, je suis pas vraiment dans un conflit d'intérêts, j'ai un compte à la nef, mais je suis toujours à découvert. Et au crédit coopératif, on compte aussi au crédit coopératif, c'est là que je suis à découvert. Donc en tout cas, s'il y a un mouvement de population qui, par milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, va voir son banquier et dise « je ne veux plus contribuer à la destruction, à l'exploitation du monde », en lui disant ça droit dans les yeux, et en allant ouvrir un compte, ça peut être à la nef, ça peut être au CCFD, un comité catholique contre la faim et pour le développement, ou dans un autre organisme véritablement éthique, hein, pas dans le greenwashing comme on trouve dans la plupart des autres banques, et bien ça peut faire vraiment une révolution. J'en ai parlé à beaucoup de personnes, entre autres à Gaël Giraud, qui est un jésuite qui a bossé au niveau étatique, hein, sur l'économie il y a déjà plusieurs années. J'en ai parlé à pas mal de représentants de la société civile, au maire de Grenoble, à l'évêque de Grenoble, à des centaines de personnes. J'ai interpellé Pablo Servigne, Aurélien Barraud, j'en ai parlé directement de visu ou par mail. Tous ces gens-là, ils le savent, j'attends d'eux une prise de parole forte, parce que tant qu'on ne donne pas des outils concrets, les gens risquent de ne rien faire. Et quand on dit oui, mais ça va provoquer un effondrement du système, mais justement, le système s'effondre parce que personne ne le fait. Et si les gens le faisaient, au fur et à mesure qu'un système s'effondre, on bâtirait une autre demeure à côté et on pourrait y aller. Voilà. Ensuite, il y a la consommation bio, équitable et locale. Ça, c'est extrêmement important. Parce que sinon, on va nourrir la main qui nous frappe, et ça n'a pas de sens de critiquer le gouvernement, de dénoncer les choses, de faire des manifs, d'aller se faire fracasser si nous-mêmes, eh bien, on ne change pas de banque, on ne consomme pas différemment. Hein. Bon, c'est bien de dénoncer tout ça, c'est extrêmement important, mais il faut aussi faire ça, hein, pour ceux qui le peuvent. Il y a quand même facilement un tiers de la population française qui peut changer de banque, 20 millions de personnes. C'est gigantesque, ils peuvent aussi, pourquoi pas, en créer d'autres, même si ça prend du temps. Donc le bio, par respect de la création,
respect du corps, respect des travailleurs, hein. Un maximum de végétarisme, parce que je connais très bien l'industrie agroalimentaire bretonne, et pour des gens qui ont bossé dedans, ça les ravage intérieurement, ça les détruit moralement, physiquement, ça détruit la terre, ça détruit le tissu social, ça empoisonne la mer, ça empoisonne la terre, ça empoisonne les bêtes, et vraiment ça fait un énorme préjudice moral avec des centaines de milliers d'arbres qui sont coupés, hein, par ailleurs. Donc finance éthique, consommation, médecine alternative, c'est aussi extrêmement important. Faire sa propre immunité, hein, avec des aliments qui sont sains, avec éventuellement des compléments alimentaires, des huiles essentielles. Bon, on trouve beaucoup de choses qui sont très bonnes, mais il faut vraiment aller vers les références en termes de littérature. Et puis, il y a, bon, ce qui est très important, hein, alors, par rapport à l'éducation et par rapport à la justice. Là, on a vu, hein, j'ai oublié de le dire au passage, que l'éducation nationale voulait faire des brigades, et pareil, j'ai une amie qui bosse à la DAS, elle m'a dit qu'elle a été contactée pour faire partie des brigades qui allaient dans les familles vérifier s'il y avait des gens qui étaient infectés. Et elle, ça l'a horrifiée, hein, c'est une militante de longue date, évidemment, elle a refusé. Et les professeurs d'éducation nationale, les instituteurs, ont reçu des lettres, des courriers, hein, incitant à bien dénoncer quand les enfants avaient un discours déviant, en gros quand ils critiquaient le gouvernement, alors que le gouvernement n'a cessé de mentir, de voler, de mettre en danger sa population. C'est-à-dire qu'en fait, on empêche les parents de défendre leurs propres enfants. Donc c'est vraiment criminel, vous voyez, c'est comme dans 1984, il y a des enfants espions. J'ai revu 2 anciens 1984 sur internet, 2 vieux films. Il y a les enfants espions dans les familles qui terrorisent les parents parce qu'ils sont sur le point à chaque fois de les dénoncer à Big Brother. Et donc voilà, alors à ce moment-là, eh bien, bon, moi je ne sais pas ce que je ferai, mais j'ai la ferme intention de refuser le vaccin, hein, si jamais il est proposé ou imposé. Par rapport à l'éducation, il y a aussi la possibilité, ben, si on refuse d'envoyer des enfants qui ne sont pas vaccinés à l'école, eh bien on peut faire l'éducation de ces enfants soi-même. Il y a des gens qui le font, hein, parce qu'ils ont ouvert les yeux depuis pas mal de temps sur un certain nombre de choses qui n'empêchent pas de socialiser ces enfants, ce qui est extrêmement important pour la suite. Et puis enfin, il y a la question de la justice aussi. Si la justice faisait véritablement son travail, aujourd'hui, il y aurait un bon pourcentage des hommes politiques qui seraient sous les barreaux pour les affaires de prise d'intérêt, des affaires de mœurs, des affaires de mensonges, de trahison. Il y aurait beaucoup d'industriels, il y aurait beaucoup de banquiers, voilà, il y aurait énormément de personnes. En gros, ceux qui tiennent la France et le monde et qui l'amènent toujours plus vers sa destruction et son esclavage, eh bien, ils seraient sous les barreaux. Voilà. Bon, merci de votre patience. Eh bien, maintenant, c'est à nous de discuter. Il faut juste voir combien de secondes.